La rue est leur podium. Une simple balade devant les enseignes de luxe du centre de Milan prend vite des allures de défilé. Le long des 4 rues qui forment le célèbre quadrilatère de la mode, des cuirs, des flanelles, des plumes, tout se porte. L'essentiel dans ce temple du paraître, c'est de se démarquer des autres pèlerins. Incontournable Milan de la mode qui cache une toute autre histoire. Celle d'un produit passé du frigo à la penderie. Christian Marinotti est le petit-fils d'un des industriels du textile qui prit part à un projet fou en pleine Italie fasciste. C'était une invention extraordinaire. En 1935, l'Italie est entre les mains de Benito Mussolini depuis déjà 13 ans. Malgré l'autoritarisme croissant du régime, il n'est pas encore isolé sur la scène internationale. Et 40 ans après une première tentative ratée de s'emparer de l'Éthiopie, Mussolini relance les aspirations colonialistes de Rome. À partir de 1935, c'est-à-dire de l'invasion de l'Éthiopie, les choses ont changé. Le monde occidental était un peu ennuyé par une invasion dont il ne comprenait pas vraiment l'objectif. Mais en Italie, on avait bien compris. C'était une dictature d'opérette et une volonté de récupérer un empire. Pour les Italiens, c'est le début d'une période de repli. La Société des Nations, l'ONU de l'époque, a décrété une série de sanctions économiques qui ont touché l'Italie, en provoquant un embargo commercial. Ce qui arrivait avec un peu de difficulté, c'était les denrées alimentaires, le blé et les matières premières textiles comme le coton et la laine. Et donc l'autarcie fut nécessaire pour rendre l'Italie complètement indépendante. Ce furent des années extraordinaires du point de vue de l'expérimentation. Mussolini fait alors campagne pour promouvoir les produits imaginés et fabriqués en Italie. Et à l'heure de l'autosuffisance, tous les industriels sont mis à contribution. En Italie, à partir de la moitié des années 1910, il y avait déjà une industrie florissante dans le textile artificiel, comme le modal et la viscose. Il y avait beaucoup d'entreprises dans ce secteur. À la proue de ce mouvement, une entreprise se démarque. La Snia Viscosa est alors le plus gros producteur de fibres artificielles italiennes. En 1935, elle acquiert le brevet d'une invention invraisemblable qu'elle nomme le lanital. Le lanital était un tissu obtenu par un processus de synthèse chimique de la caséine. La protéine du lait était d'abord synthétisée avec de nombreux agents chimiques. Et on en obtenait une sorte de pâte. Cette pâte était lavée et traitée encore davantage jusqu'à la fragmenter, la casser, pour obtenir un fil. Et ce fil était justement le lanital. Le lanital a officiellement l'avantage de recycler les surplus de production de lait du pays. Il offre l'opportunité séduisante de pouvoir choisir entre boire un verre de lait et en porter un. Mais s'il éveille l'intérêt du régime jusqu'au sommet, c'est qu'aux yeux de Benito Mussolini, il doit devenir un étendard de l'indépendance italienne. La Snia parvient, pour plaire à Mussolini, à mettre au point un tissu au printemps 1936, qui est présenté de manière très remarquée à la foire de Milan. C'était une foire extraordinaire, l'une des plus importantes d'Europe. Cette année-là, la Snia Viscosa a construit une tour en ciment de verre avec une enseigne lumineuse lanital. Il était si extraordinaire que le lait soit transformé en laine que le roi Vittorio Emanuele III est venu en visite, ainsi que Mussolini, avec tout son entourage de hauts dignitaires fascistes. Ça a été un formidable levier de propagande pour le régime, parce que ça a montré au monde entier l'efficacité de l'apparat industriel italien, la solidité du système économique italien, même malgré les sanctions. Pour le Duce, c'était du pain béni. Dans cette campagne de propagande fasciste, la Snia et son lanital profitent d'un allié inattendu, le mouvement futuriste, mené par Filippo Tommaso Marinetti, dont les idées sont très influentes en Italie depuis le début du XXe siècle.
Dans la philosophie futuriste, il y avait ce regard tourné vers le changement, le progrès, contre le passéisme. Il y avait aussi ce mythe de la machine, l'automobile, la vitesse, mais aussi la machinerie, l'outil industriel. Il y a donc eu un formidable mariage entre le futurisme et la SNIA. La SNIA a financé toutes les affiches justement à compter des années 30. Et Marinetti a écrit un livre magnifique qui s'appelait « Le poème de l'habit de lait ». L'ascension est fulgurante. En 1937, la SNIA produit 4500 tonnes de lanital. Et malgré l'embargo et la guerre qui éclate quelques années plus tard dans laquelle l'Italie s'est alliée à l'Allemagne d'Adolf Hitler, elle parvient à vendre le brevet à une dizaine de pays, qui se mettent à produire le lanital sous un autre nom. Sur le prestigieux marché américain, il devient l'Aralac et se fait une place dans les magazines de mode. Aux États-Unis, les fibres synthétiques et les fibres artificielles étaient très en vogue. Et le pays, en plus d'être un producteur, était aussi un grand consommateur de ces fibres. Mais après quelques saisons de gloire, les vêtements en lait connaissent un rapide déclin. En cause, une odeur putride de lait caillé qui semble se dégager des fibres humides et une qualité défaillante. Le lanital ressemblait beaucoup à de la laine. Il était très confortable et chaud. Cependant, il n'était pas très résistant. Le lanital a rarement reçu les faveurs de la population. Il a été utilisé plutôt pour des uniformes, pour des tenues de travail. Enfin, pour un genre d'habit un peu plus rudimentaire. Au-delà de l'exploit de l'invention, de l'innovation, ce n'était pas une fibre qui avait un grand succès en termes de consommation, contrairement à la viscose du fil de nylon, dont le succès perdure. Depuis une dizaine d'années, la tentation de fabriquer des vêtements en fibre de lait ressurgit. Beaucoup moins gourmands en produits chimiques que le lanital, ces nouvelles fibres vertueuses et biodégradables pourraient bien remettre au goût du jour la robe de lait, dont les futuristes ont chanté les louanges.